Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Forum du Parti de la France. Alors tout d'abord, vous avez dû voir qu'il y a eu des petits changements sur la chaîne et petits changements aussi sur le format de la vidéo du Forum du Parti de la France. Globalement, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, surtout pour nos auditeurs, c'est qu'on ne peut plus maintenant, il y aura plus la partie foire aux questions qui est à la fin de chaque émission. C'était quelque chose qui était relativement assez contraignant, je suis désolé d'en faire l'annonce, contraignant aussi bien pour les invités qui parfois devaient rester assez tard, ou aussi contraignant pour tout un tas de raisons. Et ce n'est pas grave en soi, car il y a un nouveau format qui arrive qui s'appelle Micro-podcast. Donc ce sera pas sur la chaîne principale, ce sera sur une chaîne secondaire que je créerai et je mettrai le lien quelque part en commentaire épinglé, probablement dans les jours qui suivent. Et il y aura chaque jour une émission. Vous comprenez que, étant donné qu'il y aura 300 émissions de micro-podcast par an, a priori, votre question sera traitée à un moment ou un autre. Donc n'hésitez pas à continuer de poster des commentaires et des questions, mais ce ne sera plus traité en fin d'émission. Et oui, vous comprenez qu'avec 300 épisodes par an, on ne va pas polluer la chaîne principale de micro-podcast, donc de vidéos de 5 minutes. Donc c'est plus logique de créer une chaîne qui sera dédiée au format plus court. En tout cas, j'arrête de faire mon youtubeur à faire la promo parce que c'est justement le thème de ce soir. Nous avons avec nous Victor Jean de la Gillardet pour commencer. Victor Jean de la Gillardet, vous êtes un militant anciennement de la Normandie et vous êtes membre du bureau politique du Parti de la France. Bonsoir Victor. Bonsoir Alexandre. Alors, anciennement normand peut-être, mais je compte bien l'être nouvellement. Je suis en déplacement vers d'autres méridiens dans le cadre de mes études et de mon futur travail, mais je compte bien revenir en Normandie très rapidement. Parfait, on ne quitte jamais vraiment sa propre région, je peux comprendre en tant qu'amoureux de la Bourgogne. Et j'ai avec moi également Daniel Conversano qu'on ne présente plus, qui accepte toujours volontiers de faire des émissions avec le Parti de la France. C'est même un des rares, j'ai envie de dire, entre guillemets, influenceurs. Je ne sais pas si le terme a une définition juridique, mais en tout cas, c'est un des rares qui accepte de tourner avec nous. Et justement, ce sera aussi le thème de ce soir. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir. Moi, je vais dire que je ne suis pas influenceur puisque apparemment c'est tous des FDP. Donc, j'ai pas envie je ne veux pas être dans cette catégorie. Alors, je vais dire que je suis un militant et un idéologue. C'est mieux. Ah, attention, il y a un point d'interrogation, même si c'est vrai que je pense que cette émission de ce soir, on a tous une position relativement tranchée, je pense, et ce sera justement magnifique de pouvoir décortiquer tout ça. Et justement, on met directement le pied dans le plat, Daniel, vous soulevez directement ma première question. Quand on dit influenceur, pour qu'on soit bien sûr que tout le monde pense à la même chose quand on parle de ce genre de choses, de ce genre de sujet, quand moi je vous dis un influenceur, pour vous, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Je pense que la réponse est dans le nom. Influenceur, c'est quelqu'un qui souhaite avoir de l'influence et qui en a, euh, et qui utilise, théoriquement en tout cas, cette influence pour diffuser des idées et aussi pour mettre en avant son contenu. Alors, ce qu'il faut voir quand même, c'est que, mettons, si on parle d'un influenceur de droite, il est quand même normal qu'un influenceur de droite se cherche à être moins clivant qu'un militant, que quelqu'un qui fait partie d'un parti politique, ou qu'un écrivain, ou qu'un idéologue, parce qu'il cherche à rassembler. Il cherche à plaire au maximum de personnes, on va dire dans une famille politique, dans un groupe d'intérêt, on va dire. Donc, je comprends l'idée que les influenceurs, euh, je veux dire, le rôle d'un influenceur et le rôle d'un chroniqueur, par exemple, de quelqu'un qui écrit des pamphlets dans un journal, c'est pas le même. Maintenant, je pense que ce dont on va parler ce soir, c'est, on va dire, de cette mode des influenceurs qui est une mode internet. Hein. Euh, et là, en fait, on est un peu dans la dérive, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir de l'influence, tout simplement pour être connus et pour gagner de l'argent, et qui donc sont prêts à défendre des idées qui sont des fois même pas les leurs, pour plaire à un panel le plus large, un panel de public le plus large. Alors je vais terminer de répondre à votre question simplement en disant, je vais donner un exemple. Bon, moi je connais des influenceurs de droite qui, on va dire, vont faire semblant d'être antiracistes alors qu'ils ne le sont pas en privé. Alors pourquoi font-ils cela? C'est pas tellement pour plaire, par exemple, je veux dire, dans l'hypothèse où un jour il pourrait passer à la télévision. C'est que comme
l'identitarisme ou le racisme, si on veut, est mal vu, ben, ils ne veulent pas perdre la partie de leur public que ça choque. Et ils veulent aussi pouvoir être écoutés éventuellement par des non-blancs qui peuvent aimer certaines idées et valeurs de droite. Et donc, pour ne pas perdre l'écoute de ces gens-là, en fait, tout simplement, ils vont cacher leurs vraies idées. Et là, bah, pour moi, ça pose un problème moral, ça pose pas mal de problèmes, pas mal de questions. Donc une forme de, oui, effectivement, de prostitution de ses idées. Victor, bah, nous avons des influenceurs, tous des FDP, c'est le titre de l'émission. Daniel a défini influenceur, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de définir FDP. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à la définition de Daniel. Moi, je rajouterais effectivement que je pense qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui va être rémunéré, en tout cas, qui vide sa personne pour influencer le comportement de consommation des gens, ce que je rajouterais. Sinon, je suis totalement d'accord avec tout ce qu'a dit Daniel. Victor, vous êtes souvent exposé à des influenceurs également dans votre consommation numérique? Alors, je dois avouer que je goûte assez peu les influenceurs, car ayant une mentalité assez autodidacte, je n'aime pas spécialement ceux qui prétendent me dire comment faire une chose ou une autre. Après, je n'ai rien contre leur démarche, je pense qu'elle peut être intéressante dans une certaine mesure. Mais évidemment, là où il y a un malaise qui se crée à mon sens, c'est Daniel vient d'aborder ce point, c'est la question des influenceurs dits de droite qui se modèrent car il y a effectivement une finalité commerciale derrière et ne veulent pas être trop clivants. Alors, pour ce qui est d'être clivant, ce n'est pas seulement l'apanage des influenceurs, même au sein d'un parti politique, c'est le cas d'ailleurs au Parti de la France, on n'y échappe pas comme dans tous les partis, on est tenu de ne pas choquer tout le monde. On ne peut pas faire uniquement dans la doctrine pure, uniquement dans l'idéologie pure, on est tenu de lisser un minimum notre discours pour être audible par un maximum de personnes. Et ce n'est pas une démarche que je critique lorsqu'elle est pensée en tant que telle. En revanche, là où les influenceurs dits de droite, ou même les influenceurs tout court, peuvent me déranger, comme l'a dit Daniel, c'est quand ils font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, d'une part, ou qu'ils prennent même le contre-pied complet des idées qu'ils ont en privé, juste par commerce. Et là où c'est d'autant plus flagrant, c'est que on voit des gens, bon, je pense qu'on n'est pas parti pour faire dans le clash pur et dur ce soir, donc je ne donnerai pas de nom, qui étaient notoires à une époque pour être plutôt des gens, des sympathisants de la droite nationale, et se retrouvent à maintenant faire des vidéos dans des mosquées. Bon, c'est assez déplorable. Daniel a fait un pavé qui résumait très bien la chose l'autre jour. Je l'en remercie d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'il est pour moi essentiel de distinguer les guides idéologiques, enfin guide c'est un bien grand mot, personne n'a la prétention d'être un guide ou une vérité absolue, mais les gens qui peuvent servir d'aiguillon idéologique et ceux qui vivent de cette idéologie, qui en font un commerce. Ce que l'on déplore, plus que les influenceurs en général, c'est un certain public il n'y aurait pas d'influenceurs s'il n'y avait pas d'influençables. Et on déplore la présence croissante à droite, notamment chez les jeunes, d'un certain public influençable qui ne jure que par certains influenceurs, que par l'idéologie qui est vendue par certains influenceurs, oubliant que, comme dit l'adage, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ils sont victimes de cet effet de consommation où ils se complaisent dans l'écoute, dans l'obéissance en quelque sorte à un gourou. Ils se conforment aux idées d'un gourou, oubliant que cette personne ne fait que faire vivre, faire marcher un commerce. Et confondent donc des idées de fond, des vérités de fond, car il y a effectivement passé un stade, une opposition entre une vérité objective et l'intérêt commercial de quelqu'un qui fait tourner une entreprise. C'est tout le problème, à mon sens, des influenceurs, et c'est le propos que nous allons développer ce soir. Absolument, vous avez bien visé juste, le thème ce sera pas uniquement les influenceurs, mais bien évidemment on va parler des influenceurs politiques. Et d'ailleurs Daniel, justement, je rebondis sur votre introduction, vous disiez que vous connaissiez des influenceurs, alors j'imagine que vous voulez dire connaissiez de manière personnelle bien évidemment, des influenceurs qui faisaient semblant d'être antiracistes alors qu'ils ne l'étaient pas. Moi j'aurais aimé savoir, est-ce que vous avez connaissance effectivement d'influenceurs qui eux font semblant quelque part de jouer les droitards alors qu'ils ne le sont pas? C'est une question que je me pose parce que quand je vois certains influenceurs, je m'interroge parfois sur leur authenticité, sans citer de nom, parce que moi, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis pas là pour attirer effectivement le clash. Mais est-ce que le cas inverse est également existant, selon vous? Alors c'est une excellente question, je cherche des exemples et l'exemple qui me vient n'est pas vraiment celui d'un influenceur, on va dire, n'est pas celui d'un influenceur blanc,
c'est un schéma qui se reproduit souvent. Ce sont des métis ou des maghrébins ou des noirs qui vont percer, on va dire, dans le milieu de droite, en laissant entendre qu'ils sont déjà qu'ils votent pour des partis nationalistes, en laissant entendre qu'ils sont d'accord avec les identitaires même sur ce qu'ils pensent. Voilà, donc mettons l'influenceur est métis, il va dire bon ok moi je suis métis, mais je suis parfaitement d'accord avec les Français qui veulent rester français et blancs en France, etc. Et donc il fait son nid comme ça. Il est suivi par énormément de gens. Souvent d'ailleurs, il dépasse les influenceurs blancs en nombre d'abonnés. Pourquoi? En fait, ça s'explique simplement parce qu'il est à la fois suivi par les nationalistes et aussi par une partie d'extra-européens qui vont se reconnaître plus ou moins dans son discours ou qui vont écouter par curiosité. Et ce qui se produit, c'est que 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir percé, euh, grâce finalement aux vues des spectateurs nationalistes, mais en fait, il va y avoir un changement, une modification de la ligne et même parfois une abjuration. Euh, bon, je pense par exemple, franchement, j'ai rien de spécial contre lui, mais le cas le plus typique, c'est celui du Raptor dissident, dont tout le monde parlait à un moment donné, il y a 4 ou 5 ans, il était extrêmement populaire à droite, et je connais plein de militants, enfin je connais plein de nationalistes qui étaient abonnés à sa chaîne et qui l'appréciaient authentiquement. Moi, je leur disais, bah, méfiance quand même, parce que bon, il est ce qu'il est, je suis pas certain qu'il dure, je ne connais pas ses vraies intentions. Et puis finalement, quand il a eu assez de succès pour passer à autre chose, bah, il l'a fait. Alors, il n'a pas vraiment trahi en crachant sur la droite, mais il a tout simplement arrêté de faire semblant d'avoir un discours politique quand il s'est rendu compte que parler de fitness ou parler de jeux vidéo, c'était plus lucratif. Donc, c'est un exemple, mais il y en a des tas d'autres. Voilà. J'avais pas pensé au Raptor Dissident, c'est vrai que c'est un exemple très pertinent. Moi, le Raptor Dissident, j'admets, j'aimais beaucoup. Je crois que j'étais mineur à l'époque où je le suivais. Je sais plus. Il me semble qu'il a explosé vers 2016. Hein. 2016, 2016, 2016. tout à fait. Ouais, 2016, hein. Oui, donc En j'étais mineur. 2016, je me souviens très bien, j'étais au lycée à l'époque. Ah bah, j'étais au lycée également et je regardais beaucoup Raptor Dissident et j'étais très content parce que je me disais waouh, enfin un youtubeur qui change des autres. C'est un peu comme Soral un peu plus tôt, quelques années plus tôt. C'était le seul youtubeur, c'est un peu péjoratif comme terme, mais c'était le seul créateur de contenu qui était distinct des autres. Et Oui. c'est vrai que j'aimais beaucoup Raptor. Et pour ajouter quelque chose quand même, c'est que je vais laisser Oui, la pardon, parole à Daniel. Victor tout de suite. Non, non. Ah pardon. Non, non, simplement ce que je voulais rajouter, c'est que on n'a pas donné quand même les points forts des influenceurs. Et les influenceurs ont une aptitude marketing qui, en général, il faut le reconnaître, est supérieure à la nôtre. Et par exemple, le point fort, enfin le coup de force du Raptor Dissident, c'est d'avoir fait tout simplement une émission qui s'appelait Le Rendez-vous Dissident. Et en fait, c'est un titre qui est simple, mais qui est rassembleur, parce que Rendez-vous Dissident, qu'est-ce qui se passe? Vous allez l'écouter, parce que vous dites, bah, je vais apprendre des nouvelles de gens, de politiques, d'écrivains, de gens que je connais, qui traînent dans ce milieu. C'est comme un feuilleton, en fait, le Rendez-vous Dissident. Et au niveau marketing, c'était très bien trouvé. Donc, les influenceurs ont quand même pourquoi ils ont du succès? Bah, parce ils ont certaines aptitudes qu'on n'a pas forcément, et ça, il faut le reconnaître. Ah, tout à fait. Non, je me demandais si Victor allait enchaîner. Mais tout à fait, oui, oui, très bonne analyse. Allez, Victor. Oui, eh bien, pour rebondir sur ce que disait Daniel, effectivement, ils ont une capacité marketing, une attitude marketing à rassembler. Et ça a pu, dans le passé, c'est encore le cas aujourd'hui, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe, ça bénéficie aux idées de droite nationale. En revanche, là où je poserais un peu une limite à cette logique du marketing, et c'est un sujet très intéressant à mon sens, car ça fait souvent l'objet de discussions que j'ai pu avoir, notamment avec des amis, etc., qui se demandent pourquoi les politiques ne sont pas davantage les influenceurs. Et prenons les politiques dans leur globalité, par exemple, même pas que de la droite nationale, que ce soit même au centre, à gauche, enfin peu importe. Et ma théorie, et je vous la partage, c'est qu'à mon sens, il est important de distinguer la niche que cible un influenceur, le public auquel parle un influenceur et l'autorité qu'a l'influenceur de celle du politique. C'est-à-dire que le politique, il est tenu d'être assertif, d'avoir une certaine autorité, d'être vu comme quelqu'un de crédible pour des fonctions présidentielles.
Et c'est pas forcément quelque chose de sexy. Il est tenu d'être un peu sérieux, d'être rigide, etc. Là où en revanche l'influenceur opère sur un terrain qui est différent, c'est qu'il a aussi beaucoup, souvent, une fonction d'amuseur, c'est qu'il fait rire. Typiquement, le Raptor dissident, moi je me souviens, ses vidéos étaient dynamiques, elles enchaînaient, il y avait des punchlines, c'était drôle, c'était distrayant, c'était du divertissement. Et le marketing du divertissement et le marketing de la politique, même si les deux ciblent, même s'il s'agit de divertissement entre guillemets politique, les deux ciblent une niche différente et suscitent dans les masses, selon moi, des réactions différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est perçu comme uniquement un influenceur ne sera pas forcément vu comme crédible pour être un politique, et inversement, un politique qui essaye de jouer les influenceurs sera pas forcément crédible dans ce rôle. Donc ce sont des modes d'action, des modes de diffusion de certaines idées qui peuvent jouer de concert, mais qui n'ont pas pour moi vocation à s'entremêler, ou bien alors qui font l'objet d'un changement total. Soit on devient totalement apolitique, soit on devient totalement un influenceur. Mais il est difficile pour moi d'opérer entre les deux, et même si évidemment il y a des techniques marketing des influenceurs dont il est bon de s'inspirer lorsqu'on fait de la politique, il ne faut pas penser que l'on pourra concurrencer quelqu'un dont c'est le corps de métier, dont c'est l'activité principale. Absolument, absolument. Et c'est vrai que je me rappelle que pourquoi j'aimais aussi Raptor Dissident, c'était pas que pour le côté dissident et aux antipodes de ce qui pouvait se faire sur YouTube, surtout à l'époque. C'était aussi parce que le montage était très dynamique, comme tu l'as dit, Victor. Et en plus, j'avais souvenir qu'à chaque fois qu'il disait quelque chose ou qu'il commentait quelque chose, il mettait des sources à chaque fois en lien ou non pas en lien, mais en capture d'écran, voilà, en capture d'écran. Et du coup, ces vidéos, il fallait souvent les voir deux fois. Il fallait toujours appuyer sur pause dès qu'il disait une phrase. Et je sais pas, ce côté appuyer sur pause pour suivre ce qu'il écrit en même temps de ce qu'il dit, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et qui se faisait pas spécialement à l'époque. Donc effectivement, ce sont des très bons communicants et marketeurs. Continue. D'ailleurs, c'est dommage parce que Raptor Dissident, comme vous l'avez dit, Daniel, moi je suis de temps en temps, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la violence de l'époque. Il s'adoucit. Pour envoyer, bon, je ne sais pas si c'est une crotte de nez que j'envoie, mais bon, pour poser quelque chose que je regrette réellement sur le Raptor Dissident, c'était qu'à l'époque où il perçait, il était réellement d'une grande radicalité. Il avait notamment proposé, il en a parlé depuis à Hervé Ryssen de faire un forum avec lui. Enfin, il parlait, à mon sens, à la droite nationale au sens noble, c'est-à-dire qu'il n'avait pas dénié à droite et qu'il était plutôt sincère dans sa démarche. Ensuite, effectivement, comme l'a très bien dit Daniel, il a compris qu'il avait beaucoup plus d'argent à faire en parlant fitness, en vendant ces espèces de protéines, là, je sais pas quoi, ces shakers, en faisant des promos sur des produits sponsorisés, que en étant dans une démarche politique. Et c'est là où je pense que le titre de l'émission résonne tout particulièrement, et qu'il me parle beaucoup personnellement, c'est que j'ai vu des occasions manquées de gens qui auraient pu réellement donner une audience, une aura à certaine personnalité de la droite nationale et qui ont préféré à la place faire de l'argent. Ce qui, bon, après tout, chacun doit bien vivre. Hein. Je ne critique pas les gens qui décident de s'occuper de leur bien-être financier avant le reste, mais qui me fait déplorer qu'ils puissent encore, ces influenceurs, avoir une aura auprès d'une partie de la droite nationale comme étant des héros idéologiques, alors qu'au final, ils ne font que vendre, que faire tourner leur petit commerce. Parce que symptomatique de ce que tu viens de dire pour moi, j'ai deux noms en tête quand tu me dis ça en tout cas, c'est Papacito et Valek. Mais justement, Daniel Conversano, vous vous en doutez que j'allais évoquer Papacito, c'est, comment je peux dire, c'est la vidéo la plus vue de votre chaîne Dani Live, 140 000 vues actuellement. Là, le complot contre Conversano, c'est comme ça que s'appelle la vidéo. Et on avait effectivement découvert que Papacito faisait pression sur des journalistes, je crois que c'était Valeurs Actuelles et Livre Noir, pour pas que vous soyez invité afin qu'il ait le monopole de la parole. C'est ce genre de coup bas, malheureusement, j'ai l'impression que c'est assez courant. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus. Vous avez été quand même étonné malgré le milieu de requins que vous connaissez? Oui, mais alors là, franchement, j'en ferai pas une généralité, hein. Je dirais pas que tous les influenceurs ont ce type de méthode. Euh, bon, sincèrement, les gens sont là pour du sang ce soir. Moi, j'ai acquis la conviction que humainement, je dis bien humainement, hein, on peut apprécier ses vidéos, il a des qualités objectives, hein, très clairement. Il est même très drôle, hein, je le reconnais moi-même. Mais en fait, humainement, Papacito, c'est une ordure, tout simplement. Et toutes les personnes qui l'ont fréquenté de près vous le diront, et d'ailleurs me l'ont dit, et m'ont dit qu'elles n'étaient pas du tout surpris par ce qu'il a cherché à faire avec moi.
Donc je pense que c'est un cas limite, Papacito. Je dirais l'aspect ordurier de sa personnalité, il est d'autant plus marquant qu'il n'a pas besoin de me ou de vous ou de tuer n'importe qui dans la dissidence pour exister. Il a un succès considérable. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait lui faire que moi j'ai le double d'abonnés? Ça ne lui enlèverait pas d'abonnés à lui. Mais il y a une forme quelque chose de pervers là-dedans. Mais c'est Des vrai que comportements cupides qui se mettent très vite en place, j'ai l'impression, chez les c'est ça, influenceurs, et c'est aussi ce qui est déplorable. c'est ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que quand mentalement on se dit je suis un influenceur avant tout, donc je suis quelqu'un qui veut avoir le maximum d'influence, on est forcément dans une logique concurrentielle qui existe dans d'autres domaines, hein. Par exemple, en politique, il y a une concurrence entre le RN et Reconquête, évidemment, mais qui n'a pas, je dirais, la même nature ou le même but. Je veux dire, moi, quand je vais être en conflit idéologique avec Rougeron ou avec Julien Rochdy sur certaines questions, c'est pas parce que je veux plus d'argent que Julien Rochdy. En l'occurrence, c'est que je suis en désaccord politique. Donc oui, en fait, ce qu'on reproche au fond aux influenceurs, c'est pas tellement de se faire de l'argent. Je veux dire, moi-même, je vends des livres, j'ai un système d'abonnement, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est de faire de l'argent la valeur numéro une, ce qui évidemment biaise leur rapport à la réalité et à ce qu'ils disent. En fait, ils sont très écoutés, alors que ce qu'ils disent dépend dans leur esprit de ce que ça peut leur rapporter. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, absolument. D'ailleurs, je prends jamais réellement parti en général, je me mouille pas trop en tant qu'animateur, mais là, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Papacito, c'est quelqu'un effectivement qui a une énorme influence. Moi, je pense aux 2 cagnottes qu'il a soulevées pour son meilleur ami Pierre-Guillaume, excusez-moi, Mercadal. Je crois que sa dernière cagnotte, elle a 600 000 euros là, en 2-3 semaines. Donc, pour pouvoir soulever des fonds à ce point, c'est qu'effectivement, on a une influence exceptionnelle. Et j'ai l'impression, et c'est ça qui me déçoit un peu, qu'on lui a pardonné ça, parce que la vidéo que vous avez faite d'ailleurs, elle a quand même fait plus de 140 000 vues, ça a été relayé, voilà, on le sait ce que Papacito a fait. On sait que le terme complot n'est pas exagéré, mais j'ai l'impression que peu importe ce que les influenceurs peuvent faire de mal, c'est toujours pardonné. Je pense également aussi à c'était Valek ou Psychosos, je crois que c'était même les deux qui vendaient des formations de contrefaçon à 10 balles. On n'apprenait absolument rien dans ce genre de formation. Quand on tombe dans ce travers de vendre des formations où c'est du vent, déjà, ça sent pas bon. Je pense, la menace fait ça aussi. Victor, je sais pas si vous connaissez la menace. Et je le connais très bien. J'aimais beaucoup les vidéos de la menace à une époque, mais oui. En fait, ça rejoint ce que disait Daniel, ce que je disais, ce que tu es en train de dire là, c'est que passer un stade, la mentalité de l'influenceur fait que ça lui monte à la tête et qu'il se met à essayer de faire du fric avec tout et n'importe quoi, ce que je trouve absolument insupportable. On voit qui, y compris comme Thaïs Descuffon, avant des espèces de PDF Ah bidons avec oui. moitié d'images faites par IA, hors de prix. Pas que les Il y a images, comme hein, une les textes aussi. j'ai l'impression qu'il y a comme une omerta de la part de nos milieux, c'est qu'on n'ose pas taper sur les gens qui font n'importe quoi dès qu'ils sont un peu de droite. Et je pense qu'il faut aussi être franc. Il y a des cas d'escroquerie caractérisés chez les influenceurs entre guillemets de droite qui se disent de droite ou pas, ça ne change rien. Et la bienveillance, pour moi, ça va jusqu'à un certain niveau. C'est qu'il faut quand même appeler les escrocs pour ce qu'ils sont. Et effectivement, oui, Thaïs, j'avais oublié ça. Oui, oui, j'avais critiqué, bien évidemment, son livre Comment devenir un alpha. J'en ai oublié le nom, mais c'était ridicule. Et les images, oui, effectivement, c'était quoi, 38 pages avec que des images et le texte aussi était écrit en intelligence artificielle. Je sais reconnaître un texte quand c'est de l'intelligence artificielle, ça se voit, c'est très cramé. Et j'avais dénoncé son livre et on m'a beaucoup attaqué là-dessus en m'expliquant que je n'ai pas attaqué les gens de mon camp. Mais justement, ce sont des gens de mon camp. Ce sont des gens Et pour lesquels surtout, il faut avoir une exigence. ils vivent des dons de gens qui gagnent bien moins leur vie qu'eux. Ils vivent, pour beaucoup, on parlait de Mercadal, de la mendicité publique. Et c'est là que c'est réellement malsain. C'est que c'est des gens qui se font l'étendard, le porte-étendard d'une cause, qui vivent de la mendicité auprès de militants de la droite nationale, de petits gagneurs, de smicards, qui leur lâchent un billet en se disant « Ah oui, il est bien, c'est quelqu'un de sincère, je vais l'aider, etc. » Qui se tirent du coup des salaires de malades et qui en plus ont le culot de dire qu'on tape sur le camp si on critique leur méthode. C'est là tout le sens pour moi de cette émission, et c'est pour ça qu'elle est salutaire et qu'il faut
crève un peu cet abcès, c'est qu'au bout d'un moment, les comportements de prédation au nom d'une cause invoquée ou de valeurs invoquées à tort et à travers, ça va. Vous êtes des escrocs ou vous n'en êtes pas. C'est la vérité, elle est là. Et de fait, beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, de droite, de nationalistes ou autres, sont devenus des escrocs dignes des pires brouteurs africains qui vendent soit des formations bidons, soit des PDF bidons, soit des... Je n'ai pas testé les shakers du Raptor, mais je doute un peu de la qualité. Enfin, des trucs bidons. Et donc ça va. Vous faites votre commerce, ça vous regarde, mais arrêtez de dire que vous défendez des valeurs, que vous êtes des idéologues. Vous faites juste du business. Et d'une moralité douteuse en plus. C'est tout à fait juste. Ce que je voudrais ajouter, c'est que pourquoi ça fonctionne, c'est compréhensible psychologiquement, c'est que en tant que nationaliste, nous sommes très mal vus en France, et donc il y a peu de gens qui nous tendent la main. Et dès lors qu'un youtubeur ou peu importe, quelqu'un en fait va s'exprimer et va sembler tendre la main, au public de la droite nationale, mais en fait tout de suite ça va devenir une idole. Et donc ça va se traduire par quoi? C'est la logique du martyr. Il se victimise en disant voilà, on veut me faire taire car je représente des idées minoritaires. Et de fait, effectivement, il est plus facile de donner un don anonymement sur Internet, d'aider quelqu'un. On se sent utile que de s'exprimer publiquement pour le faire. Donc oui, tu as totalement raison, Daniel. C'est ce mécanisme-là qui se met très vite en place. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'allais terminer par rapport à ce qu'Alexandre en fait disait sur le fait que on leur pardonne tout. Alors ça, là il faut pointer du doigt le public. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le totalitarisme du ricanement. C'est une expression un peu barbare, on en pense qu'on en veut. J'y tiens pas particulièrement, on pourrait trouver une autre expression. Mais les gens, même quand ils n'aiment pas telle ou telle personnalité, ou ils ont été déçus, par exemple, par le fait que voilà, j'ai dévoilé que Papacito a tout fait pour m'empêcher de passer un certain média, donc c'est quand même quelque chose d'humainement assez grave, assez répugnant. Et les gens, du coup, ok, ils vont être de mon côté, ils vont dire que j'ai raison sur le papier, mais ils vont continuer d'écouter Papacito parce qu'il est marrant. Et parce que, en fait, on peut vraiment pas passer à côté d'une tranche de rigolade. Et donc là, on n'en sort plus. On n'en sort plus parce que ce que les gens qui nous écoutent doivent comprendre, c'est que il suffit pas de ne pas acheter le produit de quelqu'un pour ne pas le soutenir. En fait, si vous regardez son contenu, vous le soutenez. Parce que les vues font que telle personne va être vue et découverte par d'autres, de nouveaux followers, alors que des personnes qui peuvent faire du contenu un peu moins spectaculaire, mais plus exigeant et plus intéressant, elles ne bénéficieront pas de vos vues parce que votre temps il n'est pas infini. Donc vous allez privilégier le contenu drôle simplement, et ça va tuer des bons créateurs de contenu au profit de gens comme ça qui fondamentalement ne méritent pas non seulement votre argent, mais surtout votre temps de cerveau. Et je pense que c'est de ça dont on voulait parler ce soir. Ah oui, absolument, il est vrai. Ah, allez-y, Victor, j'ai vu que vous avez... J'aime beaucoup l'expression totalitarisme du ricanement. Je la retiens, d'autant plus que le ricanement, c'est un mot qui pour moi est très évocateur. On voit l'immeuble s'écrouler, on ricane. On n'agit pas, mais juste on ricane. On voit la France brûler, on s'agite pas, on ricane. Et de fait, c'est symptomatique justement de la mentalité de beaucoup de gens qui préfèrent être des spectateurs qui ricanent, des consommateurs, que des acteurs des événements. Et les influenceurs vivent un peu de ça, de ce nihilisme des masses qui préfèrent ricaner que d'agir, que de faire des choses concrètes, que de faire des choses qui pourraient potentiellement aboutir à un changement. Absolument. Et oui, je voulais, pour finir sur Thaïs, parce que Thaïs, on m'a beaucoup reproché d'avoir attaqué son livre, parce qu'elle est d'autres camps, etc. Mais justement, parce qu'elle est dans notre camp, il faut être exigeant envers elle, et il faut crédibiliser le camp national. Et on peut pas expliquer que les gens de notre camp, ce sont des arnaqueurs qui vendent de la merde, littéralement, pour 50 balles, ou des appels d'une demi-heure à 300 balles. Et on m'a beaucoup reproché également, parce que j'avais fait une photo avec Thaïs il y a quelques années. Alors, j'ai pas payé, mais si j'ai fait une photo avec elle, ça voulait dire que j'ai de la sympathie pour elle, que c'est quelqu'un que j'apprécie, dont je reconnais ses qualités. Elle était quand même porte-parole de Génération Identitaire.
Et elle a quand même des idées très 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 similaires aux miennes, je pense. Je me moque pas de ses tweets, par exemple, comme beaucoup, parce qu'il y a certains de ses tweets dans lesquels je suis totalement d'accord, mais que je peux pas forcément l'exprimer publiquement sans me prendre un océan de haine. Mais globalement, c'est bienveillant. Si j'attaque son livre, je sais qu'elle m'écoute pas, j'en ai bien conscience. Mais si tout le monde attaque son livre, c'est pour qu'elle se remette en question et qu'elle ne fasse plus ce genre d'erreur. Pour moi, c'est une erreur. Faut parler également des agents. Je sais pas de qui elle est entourée, mais le fait d'avoir écrit un livre en IA, je pense pas que ce soit son idée à elle. C'est quelqu'un de son entourage, je pense. Bon, après, je Allez-y. sais pas. Non, mais parce qu'évidemment, bon, il se trouve que j'ai eu le PDF devant les yeux. Euh, les images étaient produites par IA, mais ça n'a pas tellement d'importance. Pour le texte, je ne suis pas convaincu que c'était un texte écrit par IA. Euh, mais peu importe. La différence, quand même, moi, je mettrais quand même Thaïs, soyons honnêtes, à mi-chemin entre l'influenceuse et aussi la militante, parce que quand on l'interroge sur les questions identitaires, elle ne déçoit jamais quand même. Hein. Elle n'a pas trahi, elle n'a pas trahi la cause nationale, très loin de là. Hein. Donc c'est pour ça que je la mettrais pas dans cette catégorie-là, personnellement, je sais pas, d'escroquerie dont on parlait tout à l'heure. Après, elle a fait un choix qui est plutôt de parler des relations hommes-femmes que de parler, on va dire, de l'immigration, de l'identité. C'est un choix que je regrette un peu, mais c'est surtout, je pense, ce qui lui est reproché, c'est sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui est assez tranchante vis-à-vis des femmes. Je suis pas certain que ça ramène des femmes dans le camp de la droite, mais quand j'écoute ses vidéos, il m'arrive assez souvent d'être d'accord. On est quand même dans une... Bah, elle véhicule malgré tout des valeurs de droite, donc c'est parfois difficile hein, d'avoir un jugement très péremptoire, on va dire. Il faut faire une tier liste des influenceurs FDP. Non, mais sérieusement, personnellement, pour réagir sur son livre, je suis convaincu que ça a été écrit par IA le texte. En fait, ce que j'ai fait, c'est très simple. En fait, je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. La manière d'introduire les choses, c'est pas du tout naturel. C'est très saccadé, c'est très coupé d'un coup. C'est pas du tout comme ça qu'on écrit un livre normalement. Je sais que c'est pas un écrivain, mais quand même. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai pris une page au hasard. J'ai regardé les exemples qu'elle a mis et j'ai demandé à une intelligence artificielle, au hasard, ChatGPT, je lui ai dit, voilà ma thèse, est-ce que tu peux me donner des exemples de ces thèses? Et systématiquement, c'était systématiquement les mêmes exemples, mot à mot, qui ressortaient. Donc les logiciels qui détectent l'IA, c'est de la merde. Mon école en utilise personnellement et ils admettent eux-mêmes que ça ne marche pas, c'est vrai. Mais quand on essaye sur plusieurs pages au hasard et qu'à chaque fois on a les mêmes résultats, c'est spécial. Donc moi, personnellement, je suis convaincu, mais je peux me tromper, que c'est écrit par IA. Je trouverais ça bizarre qu'il y ait eu autant de forcing sur les images avec Midjourney et absolument aucun IA sur le texte. Ça me paraît pas crédible, ça me paraît pas cohérent. Mais je peux me tromper, bien évidemment. Victor, est-ce que vous avez lu le livre de Thaïs et est-ce que vous êtes devenu un vrai homme depuis? Alors, quelqu'un m'avait envoyé le PDF, je l'ai feuilleté, et oui, je peux dire que ça aboutit à une transformation totale de mon être dans son essence. Je ne savais pas être un homme avant, je pensais qu'il suffisait pardonnez-moi de parler vulgairement, de naître avec une bite, mais maintenant je l'ai compris qu'il fallait que je donne de l'argent à Thaïs Descuff. Ah, magnifique, magnifique. Ça me rappelle un petit peu, je m'éloigne un peu du sujet, mais pas tant que ça, parce que les méthodes sont un peu similaires. Il y a les médiums 2.0, j'appelle ça comme ça. C'est des médiums, soi-disant, comme Bruno Charvet, etc., qui globalement utilisent des arnaques qui existent depuis toujours, mais qui les modernisent, avec un vocabulaire, par exemple, relatif au numérique, avec des outils actuels. C'est ce que fait Bruno Charvet, par exemple, le médium. Et c'est la même arnaque, mais pas avec le même emballage. Et j'ai un peu l'impression que certains influenceurs, certains qu'on a cités, font un peu ce genre de choses. C'est-à-dire que le dropshipping, les formations à la con, etc., c'est quelque chose qui existe depuis des années, des années, des années. Mais l'emballage n'est pas le même. Donc ça change tout. Et on rejoint on rejoint un petit peu le côté marketing que disait déjà Conversano tout à l'heure. C'est plutôt ça leur qualité, c'est le marketing, pas tant leurs produits. Mais oui, effectivement, Thaïs, moi, je n'ai rien contre elle idéologiquement, et c'est justement pour ça que je suis dur avec elle, c'est parce que je l'apprécie. Une chose Donc à laquelle je... concernant... Ah, allez-y. Non, 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 mais je réfléchis comme ça à haute voix, mais une chose à laquelle je pense aussi, c'est que si on reste dans, on va dire, dans le milieu national, on va l'appeler comme ça, je pense que tout le monde comprend l'expression, euh, on peut établir un critère pour différencier l'influenceur du militant,
euh, c'est l'acceptation du débat et de l'apparition avec d'autres personnalités. Euh, et en fait, un influenceur va toujours réfléchir avant d'apparaître en vidéo avec telle ou telle personne à ce que ça va lui apporter ou à ce que ça va lui enlever. Euh, et c'est une démarche qui, pour moi, le sépare complètement de l'écrivain, du penseur, du chef politique, etc. Euh, donc, voilà, moi, quand on m'invite ou quand on me propose un débat, il peut m'arriver très rarement de le refuser pour, je ne sais pas, si j'estime que ça n'apportera rien ou si j'estime que je suis pas assez compétent pour. Ça m'est arrivé quelquefois de refuser un débat parce que, en fait, je pensais que je n'avais pas les compétences pour le mener. Mais refuser d'apparaître en vidéo avec quelqu'un parce que les personnes qui vous suivent n'ont pas aimé que vous apparaissiez avec telle ou telle personne, franchement, là, c'est vraiment quelque chose qui m'est complètement étranger et les influenceurs pensent comme ça. Euh, en tout cas, ceux dont on parle aujourd'hui. Euh, et ça, je pense que c'est un critère de démarcation qui est très net. Effectivement, je comprends bien ce que vous dites, Daniel, parce que je suis en contact avec pas mal de personnes. Je vais pas forcément donner de nom parce que je respecte leur choix finalement, même si je trouve ça dommage pour notre camp. Et à chaque fois, les réponses, c'est souvent les mêmes. C'est oui, ce serait intéressant une émission sur le forum du Parti de la France, mais on refuse d'être affilié politiquement, ou alors ils le disent pas factuellement, mais oui, effectivement, il serait mal vu s'ils faisaient une émission sur notre chaîne. Et Daniel, c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter sur ce thème, parce que Daniel a toujours accepté de participer avec nous, alors que idéologiquement et politiquement, on a des divergences très significatives, mais ça n'a jamais empêché d'être sur des valeurs très similaires et d'avoir, comment dire, des émissions qui se sont toujours bien. On s'est jamais engueulé dans nos émissions, donc tout va bien. Donc il n'y a pas de problème à tourner avec nous, je pense. On peut le faire sur demande, hein, pour créer le buzz, et il n'y a pas de problème. Quand Thomas était intervenu bourré pour parler d'Inception, c'était Inception le film? Non, Pulp Fiction, je sais plus. Quelque chose comme ça. Je sais pas, mais il y a un soir où je parlais et Thomas arrive et il me dit ta gueule. Je me souviens même plus pourquoi. Parce que justement, tu disais du bien du film Pulp Fiction et lui s'est énervé. Ah C'est sur d'accord, bah c'est l'émission. tout Thomas, c'est tout Thomas. On voit bien qu'il n'y a pas de calcul chez Thomas Joly, c'est ça qui est bien. Ah, ça c'est l'instinct et la spontanéité. C'est quelqu'un de spontané et de naturel. C'est une qualité qu'il a, notre président. Ah, absolument. Pierre-Nicolas Lupes, ça la même. Non, plus dangereux. Non, je plaisante. Il est très bien, Pierre-Nicolas Lupes, il est pas dangereux du tout. Pour les juges qui nous écoutent. Donc oui, comment je peux dire, pour finir sur ce thème, après on passera directement. Ça, on a gardé le fait de parler des actualités de la semaine à chaque fois, et des actualités, il y en a quelques-unes quand même, surtout concernant Reconquête. J'ai vu que Jean Messia était passé sur le 8e de liste sur la liste Reconquête alors qu'il avait quitté le parti. Mais avant cela, qu'est-ce que vous pensez du fait, et on le fait un petit peu, j'en suis coupable, j'ai sorti des TikTok qui ont fait des centaines de milliers de vues et plusieurs millions de vues cumulées pour la chaîne du Parti de la France, pas en mon nom propre. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de ces influenceurs politisés pour la plupart qui vont investir ces nouveaux moyens, ces nouveaux canaux de communication pour toucher le plus de monde? Moi, je trouve que c'est positif, bien sûr, mais certains le font de manière un peu malaisante. Je pense notamment quand ils font des Musical.ly, je sais pas si vous savez ce que c'est. Et est-ce qu'il faut investir les nouvelles plateformes? Oui, mais est-ce qu'il faut investir toutes les nouvelles trends, toutes les nouvelles tendances pour toucher? Le débat est ouvert, je vous laisse prendre la parole Pour là-dessus. moi, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même, en termes de niche, en termes de public cible, en termes de perception extérieure, il y a quand même une distinction entre le politique et l'influenceur. Ce qui ne signifie pas que l'influenceur doit nécessairement ne pas avoir d'engagement. Il est regrettable qu'on en voit qui disent je peux pas venir, je veux pas être affilié à un parti. C'est symptomatique de l'époque de voir l'engagement politique comme quelque chose d'unilatéral qui ne peut s'accommoder de rien d'autre. Mais bon, pour moi, effectivement, il y a donc cette distinction entre l'influenceur au sens propre et le politique au sens propre. C'est-à-dire que si le politique se met à récupérer toutes les trends, à essayer de surfer sur les mêmes, à essayer de surjouer le côté branché, il sera ridicule.
et passera très vite pour un simple clown, pour quelqu'un qui est toujours un peu à côté de la plaque, de malaisant, comme tu le dis très bien, Alexandre, et qui finalement aura une retombée contre-productive. C'est quelque chose, la récupération des mêmes Internet, des trends d'Internet, à une époque où les choses vont très vite, qui doit se faire avec parcimonie lorsqu'elle vient de la politique, et de façon pertinente. Ce ne doit pas être quelque chose d'automatique, de systématique, et qui risque d'aboutir à des malaises en compilation, dans la plupart des cas. Pour continuer sur le sujet des influenceurs, alors je repense à un certain nombre de choses que je viens justement brièvement d'aborder, c'est le fait que voilà, la plupart des influenceurs, comme le disait Daniel, ne veulent pas être affiliés à un parti politique, ne veulent pas être trop vus avec des politiques. Pour moi, ça fait partie d'une problématique plus large, et on remarque ça un peu, pour moi c'est symptomatique un peu de l'époque, on remarque ça notamment chez les journalistes ou chez les personnalités par exemple du monde du spectacle ou autres qui pourraient avoir nos idées mais ne veulent surtout pas être affiliés à un parti politique, c'est que la politique est vue comme quelque chose de seul et comme quelque chose d'unique. C'est-à-dire qu'un politicien ne peut parler de rien d'autre que de politique, et inversement, quelqu'un qui ne fait pas de la politique perdra la crédibilité qu'il a sur le plan artistique, sur le plan du divertissement ou autre, s'il se met à être affilié à un parti politique, ou à être soutien à un parti politique, ou à faire quelque chose pour un parti politique. C'est quelque chose que je trouve totalement stupide, qui pour moi contribue à la fois à l'affaissement du débat politique, car ça veut dire que les politiciens ne sont rien d'autre que des politiques, ils ne peuvent plus être des journalistes, des écrivains, comme c'était le cas au XIXe siècle, par exemple, sous la Troisième République, où c'était même carrément un impondérable, il était nécessaire d'être un homme de lettres pour être crédible politiquement, je pense notamment à des gens, pour parler de la droite nationale, comme Édouard Drummond, comme Charles Maurras, et bien d'autres encore, qui étaient des écrivains, des journalistes, mais également engagés en politique. Et s'attend à ce que, donc voilà, il y ait cette séparation totale des deux, avec ce code de l'éthique, avec cette pseudo-neutralité que l'on impose aux journalistes, et qui a contaminé quelque part un petit peu les influenceurs, qui vont prôner toutes les idées, par exemple, d'un parti comme le Parti de la France, mais ne voudront surtout jamais être vus, être photographiés avec le Parti de la France. On ne parle même pas d'être candidat pour ce parti, on ne parle même pas d'être au bureau politique de ce parti, de devenir un politicien, mais simplement de venir, par exemple, dans une émission, de faire une vidéo, je ne sais pas, quelque chose dans ce genre-là. Ça a été particulièrement le cas, notamment pendant les présidentielles, où il était clair qu'une grande partie de la scène des influenceurs, entre guillemets, de droite partageait notre volonté de soutenir Zemmour, et puis Marine Le Pen ensuite, au second tour, partageait les choix stratégiques que nous avons faits en privé, mais on n'a pas fait la publicité. Et je trouve regrettable que autant de travail métapolitique qui puisse être accompli par les influenceurs ne se traduise jamais par une finalité politique, par une décision, par dire bah écoutez, voilà, moi je pense que ce serait bien d'aller vers tel candidat ou de regarder les idées de tel parti. Je pense que c'est un manque un peu de courage qu'ont beaucoup d'influenceurs, et je trouve qu'il serait sain que ça change, car on remarque qu'à gauche, typiquement, ils ont beaucoup moins de complexes à ce niveau-là. Absolument. Je laisse Daniel s'il souhaite compléter Victor et s'il souhaite aussi rebondir à ma question qui était est-ce qu'il faut suivre toutes les dernières tendances et toutes les dernières trends pour être à jour? Bah alors, je dois admettre que je connais assez peu TikTok, je suis pas tombé dedans. J'ai essayé, mais j'ai pas trop réussi. Euh, mais ce que je peux dire, en tout cas, euh, je pense que Victor a tout dit. Mais ce que je peux dire sur l'utilité politique de TikTok, c'est qu'il faut pas sous-estimer le nombre de gens qui vont voter Bardella en juin parce qu'ils ont découvert, je dis bien découvert Jordan Bardella sur TikTok. Moi, j'ai 38 ans et je suis quand même de la génération de télé. Donc, essentiellement, quand j'étais un enfant, un ado, je regardais la télévision. Je n'étais pas sur Internet parce que Internet en était à ses débuts. Maintenant, la génération d'aujourd'hui, on va dire les 15-25 ans, c'est la génération Internet. Ça veut dire que chez eux, il y a la télé, mais ils ne la regardent pas forcément. Ou alors, ce sont des étudiants, ils n'ont même pas de télé chez eux. Aujourd'hui, je connais plein de jeunes qui n'ont pas de télévision chez eux. Donc, forcément, ils ne la regardent pas. Malgré tout, ils vont découvrir le contenu de politique qui est fait dans les médias télévisés par les shorts sur TikTok.
Et c'est comme ça qu'ils vont se décider pour les élections. Et donc, bon, on n'est pas trop dans le sujet des influenceurs aujourd'hui, mais ce qui est clair, c'est que faut pas sous-estimer la puissance politique de l'outil TikTok. Simplement, j'ai l'honnêteté de dire que je ne le maîtrise pas. Mais clairement, on peut avoir de l'influence comme ça, mais une bonne influence pour le coup. Donc, je crois qu'il faut pas s'en priver. Ah, bah, très bon mot de la fin. Qu'on parle de la fin sur le thème. Alors oui, TikTok, c'est pas vraiment TikTok parce que ça date il y a quelques années, mais ça aurait pu être ça. C'est une forme d'influenceur qui a failli, suite à un buzz, tenir la flamme olympique quand même pour les JO. Baptiste, je sais plus son nom de famille, Baptiste Moirot, je crois, le Baptiste très net. Bon, qui finalement le fera pas pour accusation d'agression sexuelle. Mais comme quoi, une petite vidéo sur Internet, ça peut mener loin. Et c'est vrai que la télévision, bah, vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la télé chez eux. Moi, je ne l'ai pas. J'ai pris mon premier logement il y a quelques mois. Hors de question que j'y mette une télévision. D'ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que je m'étais embrouillé avec un boomer qui m'avait dit toi, je suis sûr que tu suis les actualités sur CNews. Non, je n'ai pas la télé. Évidemment que non. Je regarde sur des choses, des médias bien plus à droite que ça. Donc c'est intéressant. Victor, vous qui avez à peu près mon âge, j'aurais aimé savoir, non, vous êtes pas trop télé, c'est plus Internet. Je ne suis pas vraiment télé, je dois l'avouer. Il y a assez peu de programmes qui me parlent à la télévision. Je pense effectivement qu'il y a une affaire de génération là-dedans. C'est que les gens de mon âge qui regardent la télé le regardent avec papa et maman. Ou avec la famille, des gens un peu plus âgés qui ont une télé à la maison, mais qui spontanément n'auront pas forcément le réflexe d'acheter une télévision lorsqu'ils se retrouveront tout seuls. Donc oui, là-dessus, je pense que Daniel marque un point, c'est que beaucoup de jeunes effectivement ne suivent un peu l'actualité, ne voient l'actualité, même ils n'essayent même pas de la suivre, mais la voient passer uniquement grâce à leur smartphone, à des médias comme TikTok, etc. Néanmoins, je dirais que c'est le travail de soutien de sympathisants de la cause. Ce n'est pas le travail directement de Jordan Bardella qui est en cause, ni d'autres politiques qui sont connus par ces biais. Et je pense voilà, que c'est des objectifs et des finalités qui sont bien distincts. Il y a effectivement d'un côté les gens qui font de l'agite propre sur les réseaux sociaux et de l'autre des politiciens et que ça a vocation à le rester. Et effectivement, on parlait de la télévision. Moi, j'ai le même point de vue que Jean-Marie Le Pen, qui pourtant, Jean-Marie Le Pen n'est pas de notre génération, effectivement. Jean-Marie Le Pen, qui lui, dans sa vie privée, regarde beaucoup la télévision, ce qui est normal, hein, en soi, c'est pas déconnant. Mais d'un point de vue politique, il voit Internet comme une alternative qui permet justement de faire changer les choses. Je rappelle que le Front National est le premier parti politique français à avoir créé un site Internet. Et c'est un peu l'équivalent de l'imprimerie, si vous voulez. C'est-à-dire, on peut révolutionner, libéraliser la pensée suite à ça. Et donc, la doctrine politique n'appartient plus à une petite poignée de milliardaires. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour moi, c'est une bonne nouvelle que la génération nouvelle ne regarde pas la télévision. Vous savez que je suis très anti-boomer là-dessus et ça fait partie des raisons également de pourquoi je trouve qu'il y a un décalage immense entre comment on perçoit la réalité selon si on la regarde sur la télévision, je parle vraiment des informations politiques de manière générale, donc des choses un peu plus globales que ce qui se passe dans la rue, et celui qui se renseigne effectivement sur Internet. Il y a un décalage immense. C'est pour ça que les boomers, je trouve vraiment qu'ils sont à côté de la plaque en permanence. Ils sont dans une réalité alternative pour moi, réellement. C'est comme ça que je le ressens. Pour juste préciser ce que je disais avant, effectivement, tu as raison, Alexandre, il est bon d'être présent sur les différents médias. Et le Front National s'est distingué effectivement en étant en 1995, si je ne m'abuse, c'est bien ce que tu as dit, le premier parti politique de France à avoir son site internet. Donc il faut investir ces nouveaux médias, y être présent. Néanmoins, le travail que fait un parti politique en termes de communication sur ces différents médias n'est pas le même que celui d'un influenceur. Il ne doit pas chercher à concurrencer l'influenceur. C'est l'influenceur ou le soutien ou le sympathisant qui reprendra le contenu fait par le parti politique, ou qui le diffusera. C'est pour ça que je parle de travail de concert. Évidemment, il ne faut pas penser qu'il suffit d'être dans son coin et que le public viendra à nous. Il faut être proactif dans la diffusion de ses idées lorsqu'on est un politique, lorsqu'on est un parti politique. Mais tout particulièrement lorsqu'on n'a pas, comme c'est le cas au Parti de la France, la taille et l'audience, l'aura sur le plan audiovisuel du Front National, enfin du Rassemblement National. Et justement, ça fait une bonne transition, si vous avez bien, comment je pourrais dire, si vous avez bien dit tout ce que vous vouliez dire sur ce thème.
On a été intense, hein, j'ai envie de dire. On a dit tout ce que nous avions à dire et on passe maintenant à l'actualité. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Jean Messia, 8e de liste. Apparemment, ça a confirmé, mais il aurait pris la place de Philippe Vardon. Vous savez, Philippe Vardon, ce créateur du Bloc identitaire, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas forcément toujours été bien vu au Rassemblement national pour sa radicalité donc, puisque le bloc identitaire, c'est un plus le Rassemblement national, soyons très honnêtes. Et donc Jean Messia, qui avait quitté pourtant Reconquête, se retrouve 8e de liste aux européennes. Il s'est fait grand remplacer, Philippe Bardon. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Comment vous le sentez, vous, ces élections européennes? Daniel, vous, est-ce que pour les gens qui nous suivent, votre position sur les élections européennes, est-ce qu'il y a un candidat que vous soutenez? Je connais la réponse, mais... Bah, je vois pas comment on peut pas soutenir Marion Maréchal dans cette élection quand on adhère aux idées de droite généralement. Enfin, je veux dire, c'est elle qui les défend le mieux. Et aujourd'hui, la ligne de démarcation entre le RN et ce que défend Reconquête, c'est plutôt clair. Donc oui, moi je soutiens Marion, je la trouve très bien. Je suis pas d'accord avec tout, forcément, ce qu'elle met en avant, mais je pense qu'elle est courageuse, qu'elle n'a pas peur de cliver. Elle est dans une stratégie même assez agressive. Le fait d'avoir exprimé son opinion sans détour sur la GPA, bah, c'était audacieux, parce qu'électoralement, c'était pas forcément porteur, c'était pas nécessaire. Enfin, en tout cas, rien n'était moins sûr. Donc, je pense que c'est une femme de conviction, et à ce titre-là, je la soutiens parce que c'est le parti dont je me sens actuellement le plus proche. Maintenant, sur Messia, bon, moi j'ai un avis qui est un avis de principe. Je pense que c'est regrettable que Reconquête n'assume pas jusqu'au bout d'être le parti de l'identité. Alors vous me direz, il a été créé par Éric Zemmour, qui est juif, certes, mais voilà pourquoi mettre Messia aussi haut dans une liste. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens compétents qui incarnent mieux la France? Je n'ai rien contre Jean Messia, mais je veux dire, le RN joue déjà cette carte, alors pourquoi ne pas se différencier en mettant, je sais pas, dans les 10-15 premiers noms de la liste, uniquement des personnalités, on va dire, vraiment françaises. C'est une question qu'on pourrait se poser. On pourrait se poser la même question, enfin, on pourrait se poser aussi la question pour Sarah Knafo, mais aussi parce que, oui, je sais pas, numéro 3, alors que politiquement, il n'y a pas énormément de choses de son côté. Est-ce que c'est pertinent? Je ne sais pas. Il est vrai qu'elle a été très forte dans sa première intervention télé, donc peut-être que sa place est justifiée. Concernant Messia, j'ai un doute. Je, c'est pas le choix que j'aurais fait. Effectivement, Jean Messia, je pense pas que c'est un choix qu'aurait fait le Parti de la France non plus. Et ben, je pense qu'on est en plein dans le thème de ce soir. Si Jean Messia a été mis aussi dans la liste, à mon avis, c'est pour son influence. Parce que c'est un influenceur en soi. Hein. Bon, je trouve ses vidéos, ses vidéos sur TikTok et ses photos avec Mila très malaisantes. Mais en soi, c'est un influenceur. Et je pense qu'effectivement, c'est plus pour ça qu'il a pu récupérer une place importante au centre de Reconquête. Mais c'est vrai que la question de l'identité, bon, on repassera. Heureusement qu'il a son pins. Victor, vous vouliez réagir effectivement? Est-ce que c'est une place éligible déjà, Oui, 8e? bien, je pense effectivement que Reconquête est un peu en pleine recomposition. Ils essaient de trouver des alliances, de se repositionner, étant donné qu'ils n'ont malheureusement pas eu le soutien des partis qui les avaient accompagnés lors de la présidentielle. Je pense notamment au Parti chrétien-démocrate de Jean-Frédéric Poisson, au parti de Paul-Marie Couteau, Via, je crois, enfin, et d'autres. Donc oui, Jean Messia, c'est sans doute une manière pour eux de se recomposer, de montrer qu'ils constituent encore un peu une forme de consensus au sein de leur segment, de leur niche électorale. Il est regrettable, effectivement, en termes de symbole, d'avoir pris cette décision, car bon, Reconquête était parti pour être un peu le parti qui assume une ligne plus ou moins ouvertement, sinon racialiste, au moins ethno-différentialiste, et de fait mettre quelqu'un qui, malgré les qualités qu'il a, comme Jean Messia, est quand même représentatif de ce qu'il est
aussi haut dans une liste aux élections, c'est pour moi contradictoire avec ce discours. Néanmoins, voilà, comme l'a dit Daniel Conversano, je pense que lorsqu'on a des idées authentiquement de droite, lorsqu'on est proche des idées du Parti de la France, il me semble inconcevable de ne pas se reconnaître dans le discours de Marion Maréchal, dans le discours de droite civilisationnelle. Je pense que quelle que soit l'issue de cette élection et les potentielles conséquences, et pour Reconquête et le RN, que ça aura, dans tous les cas, Reconquête aura été d'une grande utilité depuis sa création en 2021, c'est-à-dire de redroitiser le discours que l'on pouvait entendre au sein du Rassemblement national, de les pousser à se radicaliser, à parler à nouveau d'immigration, par exemple. C'était un peu un sujet qu'ils avaient mis de côté. D'amener sur la table des thèmes, tu parlais du bloc identitaire et de Philippe Vardon, qui était prisonnier justement de cette niche très perçue du moins comme très radicale du bloc identitaire, comme par exemple le grand remplacement, l'idée de réémigration, l'idée de tous les thèmes sur le plan migratoire et identitaire blanc, si je puis dire, qui vont avec, de les rebanaliser, de les remettre mainstream, comme on dit dans la langue de Shakespeare. Donc ça aura dans tous les cas été une épopée intéressante à suivre, enthousiasmante. Je pense que la démarche, pour ceux qui verraient du calcul purement personnel dans l'aventure Reconquête de la part d'Éric Zemmour, je pense qu'au contraire, il s'est mis en difficulté pour ce faire, qu'il a abandonné une position, pour le coup, peut-être pas d'influenceur, mais en tout cas de polémiste, de figure publique, qui était confortable lorsqu'il est entré dans la course des présidentielles en 2022 et lorsqu'il a donc conséquemment créé ce parti, et qu'on peut néanmoins saluer le bien qu'il nous a fait, qu'il a fait au discours de la droite nationale en général. Concernant Sarah Knafo, nous avons déjà fait une émission à son sujet, et j'aurais un point de vue beaucoup moins nuancé et beaucoup plus négatif sans doute que notre ami Daniel. C'est que je pense qu'elle porte la culpabilité de beaucoup d'erreurs, la responsabilité de beaucoup d'erreurs qu'a commises Reconquête, de son absence de réelle union des droites, notamment d'une mollesse parfois dans les actes, dans le discours. Enfin, je pense sincèrement que certes Sarah Knafo a été la cheville ouvrière de la campagne dans les premiers mois. Sur le plan organisationnel, on ne peut qu'admettre qu'elle a joué un rôle clé. Néanmoins, sur le plan du discours et sur le plan des idées, je pense qu'elle a joué un rôle déplorable de modération. On avait l'impression qu'Éric Zemmour cherchait à convaincre un électorat de second tour avant même d'être au premier tour, avant même de passer le premier tour, d'éléments de langage, de petits bourgeois. On avait parfois l'impression que Reconquête faisait campagne dans le 16e arrondissement de Paris, suivez mon regard. Et ensuite, je pense qu'elle porte en grande partie l'alignement géopolitique désastreux qu'a eu Reconquête, cette hystérie pro-israélienne à partir du 7 octobre et les positionnements hasardeux de Marion Maréchal qui déclare d'un tenant qu'elle a toujours finalement souhaité la victoire de l'Ukraine dans le conflit russo-ukrainien, alors que la posture sage à défendre, je le pense, c'est la ligne d'ailleurs du Parti de la France et bien entendu une certaine neutralité de principe dans l'un comme dans l'autre conflit. Donc il me semble, je ne l'aurais certainement pas à la place de Reconquête remercié en la mettant en position éligible et en faisant une figure publique quand on sait tout le mal que sa ligne politique personnelle a fait aux performances et à la crédibilité politique de Reconquête. Merci Victor et Daniel pour vos réponses. Oui, donc je rappelle effectivement le Parti de la France soutient Marion Maréchal et sa liste pour les européennes, bien entendu, pour les mêmes raisons que Daniel a évoquées. Donc si je vous ai posé la question Daniel, c'est parce que nos auditeurs ne le savaient pas forcément. Donc c'est pour cela aussi que c'était très bien d'avoir expliqué. J'ai pas besoin de le refaire. Il n'y a aucun problème. Il y a aussi, par rapport au fait de mettre en avant Sarah Knafo, il y a peut-être une volonté, alors peut-être que j'extrapole, hein, il y a peut-être une volonté aussi de faire un petit coucou à, je dirais, une droite un peu plus souverainiste, antiraciste, dont Marion est en train de s'éloigner. Donc il y a peut-être une volonté de faire un grand écart électoral pour rappeler à une partie de ces électeurs que, bon, Reconquête, c'est aussi un parti qui croit à l'assimilation, c'est aussi un parti qui a des bases qui sont pas des bases identitaires extrêmes.
puisque c'est la ligne que défend Sarah Knafo. Il y a peut-être une volonté purement politique de faire un contrepoids par rapport à une campagne de Marion qui est assez spectaculaire, qui est assez tranchante. Ça, c'est le meilleur scénario. Le plus mauvais serait qu'il y aurait une espèce de jalousie qui ferait que Sarah Knafo voudrait rentrer dans la bataille pour elle aussi faire partie de l'aventure. Mais je crois pas. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a une stratégie d'embrasser, on va dire, la droite dans son ensemble. On va voir ce que ça donne en tout cas électoralement. Tout à fait, bah, sur ce que Alors, tu soulèvement, c'est une très belle analyse. Ah bah allez Victor. effectivement, c'est un point de vue que vient d'expliquer Daniel qui est assez intéressant. C'est que oui, on peut aussi voir ça effectivement comme une tentative d'embrasser, comme tu le disais très bien, une droite un peu plus axée sur des questions techniques, souverainistes, qui est un peu moins préoccupée par les questions identitaires, aussi étrange que cela puisse nous sembler en tant que membre de la droite nationale, mais c'est ainsi. Mais néanmoins, moi, j'y ajouterais quelque chose quand même à cette grille de lecture, c'est que pour moi, ça colle pas totalement parce que si Reconquête avait réellement cherché à garder cet électorat souverainiste, il aurait été préférable de réussir à trouver une alliance avec Paul-Marie Couteau, avec Jean-Frédéric Poisson pour reconstituer un petit peu le bloc de la présidentielle. Alors, ce n'est peut-être pas forcément que pour des raisons qui leur sont propres, que ça n'a pas fonctionné, que l'alliance n'a pas pu être trouvée, mais pour moi, ça aurait été le premier signe, la première étape de cela. Et je vois mal comment Sarah Knafo incarne mieux cette aile plus souverainiste, plus technocrate que les partis souverainistes traditionnels précédemment mentionnés. En revanche, là où je pense qu'il y a une dynamique et qu'il y a des tenants et des aboutissants dont on ne maîtrise pas nécessairement tous les aspects dans la nomination de Sarah Knafo à cette place, c'est la guerre larvée qui existe en interne au sein de Reconquête, entre d'une part une aile plus identitaire, axée autour de Marion Maréchal, de Philippe Vardon, de Damien Rieu et autres, et de l'autre une aile plus, on va dire, modérée, plus bourgeoise, plus technocratique, plus parisienne, plus de droite traditionnelle, entre guillemets, qu'incarne le clan, entre guillemets, le clan Sarah Knafo et l'équipe qu'elle se traîne depuis la présidentielle. Alors, je ne vais pas agonir davantage cette partie-là de Reconquête, dont j'ai suffisamment exprimé, je pense, tout mon mépris et les, les mauvaises opinions que j'ai à leur égard, et à mon sens, la responsabilité qu'ils ont dans l'échec qu'a eu Éric Zemmour à convaincre davantage les Français, mais bon, passons. En revanche, je pense effectivement voilà, qu'il y a eu cette dualité, ça a d'ailleurs fuité dans les médias, il y a eu des articles de presse qui en parlaient, qui, peut-être pour des raisons davantage de stratégie interne, de gestion des ressources humaines internes, ont abouti à cette décision de nommer Sarah Knafo à cette place. Tout à fait, je partage évidemment une opinion très similaire, on est dans le même parti et on a les mêmes sensibilités, j'en suis persuadé. Donc, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Daniel, d'ailleurs ça rentre dans cette continuité de mettre Jean Messia une semaine après Sarah Knafo. Malheureusement, selon moi, c'est une mauvaise stratégie parce que c'est cette stratégie qui a fait 7% en 2022 alors qu'on attendait 10% de plus. Cette stratégie de ne pas vouloir se différencier du RN, c'est une catastrophe. Cette stratégie de conciliation, de vouloir faire une campagne de second tour avant même le second tour, et puis de croire l'électorat plus modéré qu'il n'est. Je pense que ça a été l'erreur profonde de Reconquête, c'est de penser qu'ils avaient été trop loin à un moment donné, de chercher à rassurer tout le monde, alors qu'au contraire, on a bien vu avec leurs 7%, avec les 2 millions de voix malgré tout qu'ils ont fait, qu'il y avait un grand nombre de Français qui se reconnaissaient dans un discours tranché, dans un discours de radicalité, qu'il aurait fallu davantage faire du Trump, si je puis dire, s'axer davantage sur cette ligne populiste, bourrine, un peu faire du PDF, sans inhibition, un peu davantage faire du PDF, tout à fait. Et oui, et donc ne pas vouloir se distinguer du RN, ça va pousser tout simplement les gens à voter Jordan Bardella à la place de Marion Maréchal. Ils le comprennent pas. Mais justement, ça fait la transition. Jordan Bardella a débattu sur BFM TV contre Ailleurs. Ailleurs avait reproché
à Jean-Marie Le Pen d'être antisémite. Vous savez, le fameux coup de vous venez d'un parti qui a été créé par un antisémite. Hein. J'ai vu sur Twitter des débats plus construits et approfondis que ça. Et Jordan Bardella s'est complètement couché en reconnaissant l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Ouais, écoutez, moi je suis pas déçu de Jordan Bardella, hein, ça ne m'étonne pas du tout. Il y a une époque où Jordan Bardella, je m'en rappelle, avait dit que selon lui, Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Bon, cette période n'a duré que 2 semaines, mais un peu moins une semaine, je crois, avant de revenir en arrière et de dire qu'il s'était trompé et qu'il pensait effectivement que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Euh, donc c'est dommage de cracher sur ses origines, de cracher C'est sur son pour identité, mais je trouve ça... moi, Oui, allez-y. c'est pour moi, enfin, pas que pour moi, c'est une vérité qui est objective, qui est aisément observable. C'est dans la stratégie du nouveau FN, puis RN, depuis Marine Le Pen, de taper sur les vieillards, depuis l'exclusion en 2015 de Jean-Marie Le Pen, son corps, sa personne et la cible gratuite de toutes les attaques que l'on se dépêchera surtout de ne pas défendre, au contraire d'enchérir. Là, Jordan Bardella hurle avec les loups, hurle avec la meute contre un, contre un non plus de, j'allais dire un octogénaire, mais un nonagénaire maintenant, qui a eu un courage politique et une énergie au cours de sa vie qu'il est loin de pouvoir prétendre avoir. Donc c'est déplorable, c'est un manque d'honneur, c'est un manque de conviction, c'est un cynisme absolu de sa part, car je pense qu'il n'a pas réellement d'opinion sur la question, mais se contente de chercher la validation et des journalistes et du système en disant cela. Je rappelle, pour les auditeurs curieux, que Jean-Marie Le Pen a toujours eu une ligne plutôt neutre sur la question des Juifs. Il ne tolérait tout simplement pas que des lobbies lui imposent un discours, lui imposent des idées. C'est pourquoi il s'est fâché avec une partie de la communauté juive à la fin des années 80, au moment du point de détail, qui, comme son nom l'indique, est tout à fait un point de détail. C'était un non-événement qui a donné lieu à une politique complètement disproportionnée de la part une polémique complètement disproportionnée de la part du système médiatique. Et voilà, c'est la seule chose que concrètement des communautés peuvent reprocher, des lobbies communautaires reprochent aujourd'hui à Jean-Marie Le Pen, c'est de ne jamais avoir donné patte blanche, de ne jamais s'être excusé, de ne jamais avoir fait teshuva, d'avoir dit pardon, d'avoir simplement dit écoutez, je fais de la politique au service de la France et des Français, si vous n'êtes pas content, dégagez. Le dossier de l'antisémitisme supposé de Jean-Marie Le Pen est vide. Il n'y a rien d'autre que cela. Il a été entouré de gens qui avaient des opinions diverses sur la question, mais il s'est toujours tenu à une relative neutralité à ce sujet. Ce qui était bien entendu déjà trop pour certains. Effectivement, tout à fait. Et bon, voilà, on verra voir, pardon, excusez-moi, j'en perds mon français, on verra la suite, mais effectivement, Jean-Marie Le Pen, on est sur la même ligne que lui, donc c'est pas étonnant. On se fait souvent taxer d'antisémitisme, antisionisme, on se fait aussi taxer de sioniste et de judéo-servile, c'est dans les deux sens, alors qu'on est juste neutre, et Jean-Marie Le Pen souffre la même comparaison. C'est hyper hilarant, néanmoins, de constater que Jean-Luc Mélenchon est plus taxé d'antisémitisme et a une plus mauvaise réputation aujourd'hui que Jean-Marie Le Pen. Ça me fait hurler de rire, c'est incroyable. Vous savez, depuis l'épisode du Hamas 7 octobre, Jean-Luc Mélenchon a une réputation encore plus diabolisée que celle de Jean-Marie Le Pen. Comme quoi, les temps et les tendances changent. Actualité suivante, alors oui, on parle évidemment du meurtre de Matisse, vous savez, au nord de la France, on en a beaucoup parlé. J'ai vu Erga qui a collé une affiche pour le soutenir, et d'ailleurs, il n'y a pas que Erga qui l'a fait, énormément de personnes de notre camp national le fait, collent des affiches pour se souvenir de Matisse, mais pour nous rappeler comment il est mort, et son père a dit qu'il ne voulait pas de récupération politique. Ça m'a rappelé l'histoire de Lola. Je ne sais pas si le parallèle est oui, si, le parallèle est pertinent, parce que ça reste quand même un massacre qui a été médiatisé et qui témoigne d'une insécurité grandissante en France. Je ne sais pas ce qu'il en est en Roumanie, Daniel Conversano, je ne sais pas si vous pouvez me dire, mais j'imagine que ce n'est pas un fait d'actualité, un fait divers banal si quelque chose comme ça se passait. Je ne connais pas la sécurité en Roumanie, donc c'est pour ça que je me permets de vous interroger là-dessus. Non, bah là, c'est plus que de l'insécurité. Là, c'est gravissime. C'est un ado de 15 ans qui se fait planter des coups de couteau dans le cœur par un Afghan, donc par un étranger, qui est aidé de sa mère dans l'opération. C'est un scandale national en réalité. Donc là,
la comparaison avec la Roumanie, enfin, là, je sais même pas comment les Roumains réagiraient à ça parce que ça n'existe pas dans l'histoire récente de la Roumanie, j'ai pas d'équivalent. Voilà, bien sûr, il y a des faits divers en Roumanie comme il y en a dans tous les pays, mais pas avec la même fréquence qu'en France et certainement pas quand c'est un étranger, qui commet un meurtre sur un mineur. Heu, C'est-à-dire qu'il y a une habituation aux faits divers sordides et aux meurtres et aux attentats en France qui est stupéfiante. C'est-à-dire que les gens se sont habitués à vivre avec. Bon, on me dira qu'ils ont pas vraiment le choix, mais il y a une capacité de réaction, qui semble, de réaction même naturelle, hein, de colère, même de haine, qui devrait suivre ces meurtres-là, de Français et qui n'arrivent pas et ça met dans l'embarras, en fait. On se dit, finalement les gens se vengent quand même, ils se vengent par le vote parce qu'à chaque élection, le RN a plus de voix, donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui votent RN en espérant un arrêt total de l'immigration. On ne sait pas par contre si le RN pourra le garantir, mais donc les gens se vengent de cette manière et tout de même, c'est pas possible que la vie reprenne, aussi facilement après un meurtre comme celui-là. Enfin, pour moi, il devrait y avoir des dizaines de milliers de Français qui défilent dans la rue et qui exigent, l'arrêt de l'immigration en provenance d'Afghanistan, par exemple. Pourquoi on reçoit ces gens-là? C'est n'importe quoi. Absolument. Et ça me rassure de savoir qu'il existe aussi un certain nombre de pays qui ne connaissent pas de barbarie aussi récurrente et aussi fréquente que malheureusement la France peut connaître. Et oui, effectivement, nous, Victor, on a fait de la récupération politique quelque part, puisqu'on en a parlé. Est-ce que nous devrions avoir honte de cette récupération politique, comme le dit son père? Il n'y a de récupération politique que lorsque c'est la droite qui le fait. Je tiens à le rappeler. Lorsque la gauche se sert d'un cadavre de gamin qu'on repêche sur une plage pour dire qu'il faut accueillir en Europe tous les migrants, là, il n'y a pas de récupération politique du tout. C'est juste de bons sentiments d'humanité et rien d'autre. Donc, non, on n'a pas à rougir de parler de ce genre de faits divers. On n'a pas à rougir de récupérer entre guillemets, ce genre de faits divers, car qu'est-ce que la politique si ce n'est l'observation du réel et la proposition de solutions? À ce titre-là, tout est de la récupération. Réagir sur la crise économique, c'est de la récupération. Réagir sur les difficultés qu'ont les Français à boucler leur fin de mois, c'est de la récupération. Donc non, nous devons marteler qu'il y a de l'insécurité en France, que l'on n'est plus en sécurité en France, que ce sont systématiquement les mêmes profils qui sont mis en cause et qu'il faut des mesures de rétorsion de la part de l'État pour empêcher que cela se reproduise. Je pense qu'il y a un débat à ouvrir sur la question de la justice, où on a fait de nos jours, sans même parler de la magistrature politisée, voire même rouge, on a fait de la procédure judiciaire quelque chose d'uniquement centré. Vous savez, on centre ça sur la victime et sur le coupable. C'est mais comment on va réhabiliter le meurtrier ou comment on va réparer le tort fait à la victime ou je ne sais quoi d'autre. Ça me rend toujours hors de moi. C'est que le but premier de la justice, lorsqu'il y a des actes sordides de cette nature qui sont commis, c'est d'empêcher leur récidive, d'empêcher qu'ils soient réitérés. Le but premier de la justice, nous le pensons partie de la France, c'est de protéger la société, de protéger les innocents. Je rappelle que la peine de mort est la seule peine qui empêche totalement la récidive, qu'elle est normalement, dans un système sain, la clé de voûte du système pénal, pas comme dans le système français actuel, où les quelques peines de prison dans lesquelles vont les délinquants et les meurtriers se traduisent par des séjours de karting dans le pire des cas, et ne font vraiment plus peur à personne. Pourquoi se retenir de sortir un couteau et de trucider un gamin dans une bagarre, pour une affaire de mauvais regard ou je ne sais quoi encore? C'est à peu près toujours les mêmes causes avec ce genre de population en général, quand au final, dans le pire des cas, on ira faire un stage de citoyenneté ou des travaux d'intérêt général, parce qu'une magistrate syndicat de la magistrature, aura pitié de vous et se dira que la priorité, ah là là, bon l'autre il est mort, on peut pas le ramener, maintenant il faut vous réinsérer. Ils vont le réinsérer, comme ça il pourra tuer à nouveau. Nous voulons protéger la société, nous voulons protéger les innocents et nous voulons que soit rétablie urgemment la peine de mort et elle soit appliquée massivement pour pallier à ce genre de cas, pour dissuader les meurtriers, les criminels d'en être ou d'en devenir.
Et justement, défendre la France, ça passe aussi par la défense de son autorité et de ses représentants. On parle beaucoup depuis quelques jours de Neuilly-sur-Marne, où le directeur d'une école s'est fait menacer par des musulmans de lui faire une Samuel Paty, je cite, depuis Samuel Paty, énormément de membres de l'éducation nationale se font menacer de subir le même sort. Donc voilà, une actualité malheureusement qui là aussi est devenue assez banale, malheureusement, une barbarie, alors certes qui est à ce stade-là verbale, mais bon, l'action n'est jamais très très loin avec ces gens-là. Et encore une fois, vous savez qu'on n'aime pas du tout l'éducation nationale au Parti de la France, mais quand même, on n'est pas du tout pour s'attaquer à ses représentants, encore moins physiquement. On attaque l'idéologie, mais on ne menace pas de mort un professeur parce qu'on n'a pas aimé un de ses propos. Ça me paraît être du bon sens, et c'est pas normal que je doive préciser le bon sens. Et pour terminer, je vais finir sur une très très bonne nouvelle. Pierre-Nicolas Nupes, et oui, cadre du Parti de la France. D'ailleurs, vous aurez la joie de le retrouver la semaine prochaine pour une émission sur l'esclavage avec Scipion de Salm. Qu'est-ce qu'il a fait, notre cher Pierre-Nicolas Nupes? Alors, vous savez que Pierre-Nicolas Nupes, il fait toujours des coups absolument incroyables. Alors, parfois, ce sont des coups qui sont en défaveur, comme quoi il a partagé un extrait de South Park, ou en notre faveur, comme quoi il chante Maréchal nous voilà à Nancy à l'arrivée d'Éric Zemmour. Et là, il nous a fait encore une belle surprise. Il a réussi à avoir un procès, donc le procès il aura lieu le 14 juin, un procès avec qui vous me direz, avec la directrice de la Horde. Alors la Horde, normalement on y est tous cités je pense, hein, vous devez connaître, c'est le journal antifasciste par excellence. Et ben notre cher Pierre-Nicolas Nupes a réussi à l'attaquer pour diffamation. Et la directrice de la publication a admis les faits, donc c'est déjà mal parti pour elle. Je peux évidemment pas trop en dire parce que je suis pas là pour compliquer l'enquête et compliquer la procédure judiciaire. Mais voilà, il y a le procès déjà. Ça fait plus de 20 ans que ce journal écrit sur nous et écrit sur tout le camp national de manière totalement anonyme et protégée parce que personne n'a réussi à aller jusque-là, sauf qu'ils se sont attaqués à un juriste. Pierre-Nicolas Nupes est juriste, on le rappellera jamais assez. Donc félicitations à lui. Voilà, je voulais finir sur cette bonne nouvelle. Et en espérant que ce soit un cas d'exemple. Allez-y. Pour être sûr, non, mais pour être sûr de comprendre, il lui a intenté un procès en diffamation et il a de bonnes chances de gagner, c'est ça? Bah, je veux pas trop gâcher l'enquête, mais je pense qu'il y a de bonnes chances de gagner, oui. Pas l'enquête, la procédure. Ah bah c'est extraordinaire, un transfert d'argent d'une poche gauchiste vers une poche droitarde. Moi je dis oui, moi je dis bravo. Bah bravo Pierre-Nicolas. Et oui, il a de bonnes chances de gagner dans la mesure où l'accusé a reconnu les faits devant un juge d'instruction. Donc à partir du moment où elle a reconnu les faits, bon bah c'est Ah oui, là, ça va être mal barré. compliqué. C'est mal barré. Et aussi, elle est institutrice de l'éducation nationale, et donc, vous imaginez bien que sa place est très compromise si elle est condamnée. Un peu comme Cassandre Fristo, qui a été virée de l'éducation nationale lorsqu'elle avait été condamnée également. Ça ne va pas que dans un sens, pour une fois. Bien qu'il ne faut pas se réjouir de la perte du travail des personnes, c'est vrai, mais là, c'est des personnes qui nuisent, qui essaient de nuire et détruire notre réputation. C'est des gens, et tout particulièrement Madame de Barry, qui s'amusent sous pseudonyme depuis plus de 10 ans à tout faire pour détruire la vie sociale et harceler dans leurs parties les plus intimes la vie des militants nationalistes, patriotes et tout, qui font tout pour leur faire perdre leur travail. Donc, si ça va dans l'autre sens, si pour une fois il y a un retour de manivelle, on ne va pas la plaindre. Hein. C'est une victoire qu'a remporté notre camarade de Lorraine, Nupes, car au-delà de ce qu'on imagine, car au-delà même du fait qu'il puisse toucher des prestations compensatoires, des indemnités pour la diffamation dont elle a été victime, ça veut dire que désormais, cette personne, Madame de Barrick, est identifiée et qu'on pourra, que je l'invite d'ailleurs, tout militant nationaliste qui pourra être floué, être victime de sa perfidie et de ses articles absolument immondes, pourra l'assigner à comparaître dès lors que la Horde se permettra d'écrire des choses qu'elle n'aurait pas dû. C'est une victoire, car pour une fois les masques tombent, et l'anonymat de ces harceleurs professionnels et de ces emmerdeurs professionnels est pour une fois terminé. Et ça, c'est une très belle victoire. D'ailleurs, je vous invite à découvrir, même si je crois qu'il a 6 ans, l'épisode de Vive l'Europe avec Pierre-Nicolas Nupes sur l'émission de Daniel Conversano, bien entendu. Mais c'est vrai que ça a 6 ans, donc ça a dû vieillir un peu.
Ouais, puis il faudrait réussir à faire condamner la Horde pour la nullité de sa carte de la fachosphère, parce que souvent ils font des erreurs, ils mettent des liens entre des gens qui n'en ont pas, ou le contraire. Donc en plus, ils Oui, il se y a sont fait des. marre dans leur manière de nous épingler, quoi. J'ai vu qu'il y avait des erreurs aussi, c'est scandaleux. Dans ma région, je sais plus quelle erreur il y a, mais je me souviens qu'il y avait une erreur dans ma région. C'est Ouais, scandaleux. ouais, bah, ils me mettaient dans la même case que Soral, comme si on était potes. Enfin bon, on voit qu'ils suivent ça de très très loin, en fait. Ils nous haïssent, mais sans chercher à comprendre les détails. Ah bah ça m'étonne pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Mais le parti de la France, c'est Thomas Joly, je crois même, ils sont, et ça c'est... Et on est aux côtés de Jean-Marie Le Pen, donc c'est une erreur qu'ils n'ont pas fait. Ils ont bien compris qu'on était sur la même ligne que Jean-Marie Le Pen, et ça c'est bon. Ça c'est bon. Et c'est Ce pas eux qui fait un jeu de société qui nul. peut faire, oui, ils ont fait un jeu des sept familles avec des cartes qui, ma foi, est peut-être distrayant. Faudra qu'on l'essaye un jour. Mais pour me faire l'avocat du diable, je voudrais néanmoins reconnaître un rôle essentiel au site La Horde Samizdat, c'est qu'ils permettent à un jeune militant comme je l'ai été, qui essaye de comprendre les dynamiques au sein du milieu nationaliste, les différents mouvements, de voir un peu la cartographie du milieu nationaliste, de trouver son bonheur. Et pendant très longtemps, je l'admets, j'allais me renseigner sur la Horde pour savoir où étaient les camarades et les sympathisants de nos idées près de chez moi. C'est ainsi notamment que j'ai découvert Bruno Hirou et le Parti de la France, et je ne les en remercierai jamais assez. Ah, ça c'est une belle anecdote. Oui, De oui, bah grâce, en c'est fait, incroyable. j'ai découvert Bruno Hirou lorsque j'allais faire mes études à Caen, où il officiait comme responsable du Calvados pour le PDF. Et donc je me suis renseigné, j'ai tapé sur internet, extrême droite, Caen, et tout de suite il y a eu les articles de la Horde qui sont ressortis, donc j'ai tout de suite su vers qui aller me tourner. C'est ainsi. J'avais déjà vaguement entendu parler du Parti de la France, j'avais vu des affiches dans ma ville natale, il y avait eu des collages, mais là du coup c'est remonté. Donc effectivement, pour le côté positif, ils ont fait un travail de référencement sur Internet de notre famille politique qui n'aurait pas forcément été possible sans ça. Ah, bah magnifique, magnifique. Bah écoutez, moi je vais conclure cette émission. Et oui, je rappelle, chers auditeurs, qu'il n'y a plus la partie foire aux questions des auditeurs. Mais ne vous inquiétez pas, une chaîne secondaire arrive et sera effective dès lundi avec une vidéo par jour, micro-podcast, une émission de 5 minutes sur un thème précis en compagnie de Bruno Hérault, dont Victor vient de citer le nom. Donc c'est génial. Je vous invite bien évidemment à vous abonner sur les canaux de Daniel Conversano, donc YouTube, Telegram, et Daniel Conversano me dira si j'en oublie, c'est probablement des canaux que j'oublie. Non, bon bah tout est bon alors, j'en oublie Non, pas. non, pardon, j'avais pas appuyé sur le bouton. Non, non, mais il faut YouTube et Telegram, c'est déjà très bien. On va pas envoyer les gens vers 10 destinations. Merci, merci Alexandre, merci Victor pour cette émission. Avec grand plaisir, merci Daniel d'avoir accepté. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission sur l'esclavage avec Pierre-Nicolas Nups et Scipion de Salm. Ça annonce du très très lourd. Je vous invite, avec les vues que nous faisons, etc., etc. Vous savez que on n'est pas en période de grosse croissance depuis quelques semaines. Je ne sais pas trop pourquoi. Le mois d'avril n'a pas été un très bon mois. Donc, je vous invite à bien commenter la vidéo pour le référencement, mettre un pouce bleu et partager surtout la vidéo autour de vous. C'est très important. Il y a quand même assez peu d'émissions comme la nôtre sur YouTube. Il n'y a pas besoin d'aller sur Tor pour avoir cette émission. C'est pas le cas de notre émission principalement concurrente sur démocratie participative. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de semaine tout le monde et à la semaine prochaine. À bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir.